Alors, abordons à présent l'exemple 4, le dernier exemple d'étude des fonctions au titre de la leçon sur les fonctions logarithmes. La partie A, dans la partie on nous dit que soit la fonction G, soit G la fonction définie sur grand R par G de x égale à x moins 1, le tout élevé au carré, moins 1, plus ln des valeurs absolues de x moins 1. Première question, détermine l'ensemble de définition de la fonction G. La deuxième question, étudie le sens des variations de la fonction G et dresse son tableau de variation. 3, petit a, calcule G de 0, c'est-à-dire l'image de 0 par la fonction G, et l'image de 2 par la fonction G. Petit b, déduisant le signe de G de x suivant les valeurs de x. La partie b, on considère la fonction f définie sur grand R par f de x égale à x moins ln de valeur absolue de x moins 1, le tout sur x moins 1. Et c de f, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. 1a, détermine l'ensemble de définitions de f. 1b, calcule les limites de f à gauche, puis à droite en 1 et interprète les résultats obtenus. 2, écrit f de x sans le symbole de la valeur absolue. 3, calcule les limites de f en moins infini et en plus infini. 4a, justifie que pour tout x appartenant à d de f, f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, est égale à g de x divisé par x moins 1 élevé au carré. Petit b, 4b, déduisant les variations de f, puis dresse son tableau de variation. 5, la dernière question, démontre que le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe C de f. Nous allons passer à la correction de cet exercice. Alors, nous allons commencer par la partie A. Dans cette partie, la fonction qui nous est donnée s'appelle G et est définie par G de x égale à x moins 1, le tout au carré, moins 1, plus ln des valeurs absolues de x moins 1. Alors, on va déterminer l'ensemble des définitions. Que nous notons d de g. On va dire que x appartient à d de g. Cela équivaut à dire que x appartient à grand R tel que... Alors ici, il y a une seule contrainte. La première partie, les deux premiers termes sont des expressions de polynômes, donc il n'y a pas de souci. Ces termes-là, ces fonctions sont définies sur grand R partout. Et le dernier terme, c'est ln des valeurs absolues de x moins 1. Or, dans le cours, nous avons vu que pour que la fonction ln composée avec u soit définie, il faut que la valeur absolue de u soit différente de 0. Donc, tel que la valeur absolue de x moins 1 est différente de 0. Donc, cela veut dire également que x appartient à grand R tel que... Alors, pour que la valeur absolue d'un nombre soit différente de 0, il faut que ce nombre lui-même soit différent de 0. Autrement dit, x est un nombre réel tel que x est différent de 1. Donc, l'ensemble de définition de la fonction g, c'est grand R privé du singleton 1 que nous pouvons écrire également sous forme d'une réunion de deux intervalles, à savoir l'intervalle ouvert plus moins l'infini 1 et l'intervalle ouvert 1 plus infini. Voici donc l'ensemble des définitions de la fonction g. On nous demande ensuite d'étudier le sens des variations de cette fonction et de dresser son tableau de variation. Donc c'est une question à deux volets. Donc, je vais mettre le sens des variations de la fonction f d'abord.
centre de variation de la fonction g. Nous allons d'abord calculer la dérivée, puisque le centre de variation d'une fonction dépend du signe de sa dérivée. Donc il nous faut calculer la dérivée. Donc, je mets le premier tiret, la dérivée de g. Donc on dit que pour tout x différent de 1, g est dérivable. Et sa dérivée, alors ça va nous donner g' de x ça nous donne donc la dérivée de toute cette expression. Ça donne encore la dérivée de x moins 1 qui est 1, donc 2 fois la dérivée de x moins 1 qui est 1, donc multiplié par 1 multiplié par x moins 1. La dérivée de moins 1, ça fait 0, plus la dérivée de ln de valeur absolue de u. Alors, cette dérivée-là, nous avons vu dans le cours que ça nous donne la dérivée de u sur u. Notre u, c'est x moins 1, donc la dérivée de x moins 1, c'est 1, divisé par x moins 1. Alors, je l'écris ici, que la dérivée de g, ça fait donc 2 facteurs de x moins 1 plus 1 sur x moins 1. Alors, nous pouvons prendre le même dénominateur. Et le dénominateur, comme c'est x moins 1, là nous allons multiplier par x moins 1. Encore, ça va faire donc 2 facteurs x moins 1 tout au carré, plus 1. Donc, voici la dérivée de la fonction g. Tout x différent de 1. Et comme nous avons la dérivée, l'expression de la dérivée, nous pouvons déterminer le signe de cette dérivée et déduire le centre de variation. Donc, deuxième étape de l'étude de variation, signe de g' de x. On dit que pour tout x différent de 1, 2 facteurs x moins 1 au carré plus 1 est strictement positif. Donc, le signe de g' de x est celui de x moins 1 qui est le dénominateur de l'expression de g' de x. Donc, lorsque x moins 1 va être négatif, g' de x sera négatif. Lorsque x moins 1 est positif, g' de x est aussi positif. Donc, on peut dresser ce petit tableau de signes là. Alors ici, non, alors g' n'est pas défini en 1. Voilà, donc à gauche de 1, x moins 1 est négatif, et à droite de 1, x moins 1 est positif. Donc, c'est que g' est aussi négatif à gauche de 1 et positif à droite de 1. Donc, les variations, on va dire que pour tout x, élément de l'intervalle des nombres réels strictement plus petit que 1, g' de x est inférieur à 0 et g est strictement décroissante. Ensuite, pour tout x élément de l'intervalle ouvert 1 plus infini, g' de x
est strictement positif. Et G est strictement croissante. Alors, le second volet, c'est le tableau de variation de la fonction G. Nous allons donc marquer un second astérisque, le tableau de variation. Alors, ce tableau de variation, nous allons le présenter là. Alors, comme la fonction G n'est pas définie en 1, elle ne peut pas être dérivable en 1. Voici, à gauche de 1, on a dit que la dérivée est négative, et à droite, elle est positive. Donc la fonction est strictement décroissante à gauche de 1, elle est strictement croissante à droite de 1. Alors voilà. Nous allons passer maintenant à la partie B. Alors la partie B, on nous dit que la fonction qui est donnée, c'est f, elle est définie par f de x égale à x moins ln de valable celui de x moins 1 divisé par x moins 1. Alors, la première question évidente, on nous demande de déterminer l'ensemble des définitions de f. Donc, déterminant d de f. On va dire que x appartient à d de f équivaut à dire que x appartient à R tel que la valeur absolue de x moins 1 est différente de 0 et x moins 1 lui-même, puisque cette fois-ci x moins 1 est au dénominateur, se trouve aussi être égal à 0. Au finish, on va dire que x appartient à l'ensemble des définitions équivaut à dire que x est un nombre réel tel que... Alors pour que la valeur absolue d'un nombre soit nulle, il faut que le nombre soit nul. Donc, si la valeur absolue doit être différente de 0, ça veut dire que le nombre doit être différent de 0 simplement. Donc, voilà, les deux contraintes deviennent une seule parce que c'est la même contrainte finale. Donc, on se rend compte que ceci équivaut à dire que x appartient à grand R tel que x différent de 1. Donc, l'ensemble des définitions de la fonction f, c'est grand R privé du singleton 1. Alors, tout à l'heure, nous avons écrit également que on peut écrire ça sous la forme de la réunion de deux intervalles ouverts. Voilà l'ensemble des définitions de la fonction G, de la fonction f, pardon, de la fonction principale. Ensuite, on nous demande de calculer les limites de f à gauche et à droite en 1, puis d'interpréter le résultat. Donc, petit b maintenant, le second volet, petit b, calcul des limites. Alors, la limite quand il tend vers 1 par valeur inférieure de f de x
Ça va donc être la limite quand petit x tend vers 1 par valeur inférieure de petit x moins ln des valeurs absolues de 1 ln des valeurs absolues de x moins 1 que divise x moins 1. Alors ici, nous allons faire un changement de variable. Quand petit x tend vers 1, il se trouve que x moins 1 va tendre vers 0 par valeur inférieure. Et ici, la valeur absolue de x moins 1 va tendre vers 0 par valeur supérieure. Donc, nous allons opérer un changement de variable. Donc, on va écrire, on va poser grand x égale à petit x moins 1. Ce qui entraîne que petit x égale à grand x plus 1. Et lorsque petit x va tendre vers 1 par valeur inférieure, alors grand x aussi, lui, va tendre vers 0 par valeur inférieure. Et la valeur absolue de grand x va tendre vers 0 par valeur supérieure. Pourquoi la valeur absolue de grand x? Puisque notre grand x, c'est petit x moins 1. Ici, nous avons la valeur absolue de petit x moins 1, donc ça va être égal à la valeur absolue de grand x. Et donc, la limite que nous voulons devient la limite quand petit x tend vers 1 par valeur inférieure de f de petit x devient la limite quand grand x tend vers 0 par valeur inférieure de donc je vais laisser comme ça dans un premier temps de grand x plus 1 moins ln2 valeur absolue de grand x sur grand x. Voilà. Alors ici, on peut scinder comme ça. Ça va faire la limite quand grand x tend vers 0 de grand x plus 1 moins 1 sur grand x ln de la valeur absolue de grand x. Or, la limite quand grand x tend vers 0 de grand x plus 1, c'est égal à 1. Alors ici, quand petit x tend vers 1 par valeur inférieure, grand x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc, la limite, quand grand x tend vers 0 par valeur inférieure, de 1 sur grand x, ça va donner moins l'infini. Et la limite de l'opposé, donc quand grand x tend vers 0 par valeur inférieure, la limite de moins 1 sur grand x, ça va donc donner plus l'infini. Et la limite, quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure, de ln2, alors on va mettre par valeur inférieure, de ln2 valeur absolue de grand x. Ici, quand grand x tend vers 0 par valeur inférieure, la valeur absolue de grand x va tendre vers 0 par valeur supérieure. Donc, le ln2 valeur absolue de grand x va tendre vers moins l'infini. Au final, on va dire que le premier terme, lui, tend vers 1, c'est un nombre réel. Le second terme est un produit de deux facteurs. Le premier facteur tend vers plus infini, donc moins 1 sur x tend vers plus infini. Le second tend vers moins l'infini. Donc le produit va tendre vers moins l'infini. Donc on va dire que la limite, quand grand x tend vers 0, par valeur inférieure de grand x plus 1 moins 1 sur grand x fois ln de valeur absolue de grand x est égal à moins l'infini. Donc la limite quand petit x tend vers 1 par valeur inférieure de f de petit x égale à moins l'infini.
Ensuite, on va calculer la limite quand petit x tend vers 1 par valeur supérieure. Ça va donner la limite lorsque petit x tend vers 1 par valeur supérieure de x moins ln de valeur absolue de petit x moins 1 sur petit x moins 1. On fera le même changement de variable et on va dire grand x égale aussi à petit x moins 1, ce qui fait que petit x égale à grand x plus 1. Et lorsque petit x tend vers 1 par valeur supérieure, grand x tend vers 0 par valeur supérieure. Et la valeur absolue de grand x tend vers 0 par valeur supérieure également. Donc la limite va devenir la limite quand petit x tend vers 1 par valeur supérieure de f de petit x, c'est égal à la limite quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure. Alors, le petit x va devenir grand x plus 1 moins ln des valeurs absolues de grand x sur grand x. Nous allons poursuivre le calcul de cette limite. De ce côté, nous savons que, voilà, par analogie à ce qui précède là, on peut scinder cette écriture, on peut donc réécrire, on va dire que grand x tend vers 0 par valeur supérieure, alors on peut écrire grand x, ça ne change pas, plus 1 moins 1 sur grand x, que multiplie ln des valeurs absolues de grand x. Or, la limite quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure de grand x plus 1, si je nous donne 0 plus 1, ça fait 1. Ensuite, quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure, 1 sur grand x tend vers plus l'infini. Alors, son opposé, donc, moins 1 sur grand x, lui va tendre vers moins l'infini. Et ln de valeur absolue de grand x va tendre vers moins l'infini également. Alors, ici, ce qui fait que le deuxième terme ici, qui est un produit en réalité, comme le premier, alors on peut mettre le moins dedans, le premier terme tend vers moins l'infini et le second tend vers moins l'infini, le produit des deux va tendre vers plus l'infini. C'est qui va nous donner la limite quand grand x tend vers 0 par valeur supérieure de grand x plus 1 moins 1 sur grand x que multiplie ln des valeurs absolues de grand x. Ça va donner donc plus l'infini. On va dire alors la limite lorsque petit x tend vers 1 par valeur supérieure de f de petit x, c'est égal à plus l'infini. Voilà. Nous passons maintenant à la question numéro 2. La question numéro 2, alors non, attention, il y a l'interprétation qui est le second volet. Donc le premier volet de la question B, c'était le calcul des limites, et le deuxième volet, c'est l'interprétation des limites. Donc je mets un premier point ici. Comme interprétation, alors,
nous changeons de couleur, parce que la couleur noire est en train de nous lâcher. Interprétation des résultats. Alors ici, ce sont ces deux résultats-là que l'on demande d'interpréter. Voilà. Nous constatons que la limite, quand x tend vers 1 par valeur inférieure de la fonction f, nous avons moins l'infini, et la limite à droite de 1 de la fonction f est égale à plus l'infini. Nous allons simplement dire que la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote à la courbe C de f. Donc, je peux l'appeler ici. Alors, la droite d'équation x égale 1 est une asymptote alors c'est une asymptote verticale, donc je vais mettre ça en parenthèse, à la courbe CDF. Voilà ce que nous devions marquer comme interprétation. On va passer à la question numéro 2 maintenant. Alors la question 2 nous demande d'écrire f de x sans le symbole de la valeur absolue. Alors, nous savons que la fonction f est définie à gauche de 1 et à droite de 1. Donc, nous allons considérer ces deux intervalles-là. Et pour tout x, nous allons donc, je préfère faire un petit tableau de signes. Un petit tableau de signes de x moins 1. Et donc de la valeur absolue de x moins 1. Alors, x moins 1 admet 1 comme 0. À gauche de 1, x moins 1 est négatif. À droite de 1, x moins 1 est positif. Donc, on va avoir l'expression de la valeur absolue. Ici, on nous a dit dans la classe antérieure que la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est égal à son opposé. Donc, l'opposé de x moins 1, ça va être 1 moins x. Et la valeur absolue d'un nombre positif, c'est ce nombre lui-même. Donc, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 1, la valeur absolue de x est égale à 1 moins x. Et pour tout x élément de l'intervalle des nombres supérieurs strictement à 1, la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1. Ce qui fait que, on va dire, donc, pour tout x appartenant à l'intervalle, au premier intervalle, donc de moins l'infini à 1, f de x va être égal à x moins ln de 1 moins x, le tout sur x moins 1. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 1 plus infini, f de x est égal à x moins ln de x moins 1, le tout sur x moins 1. Voilà l'expression de f de x sans les valeurs absolues à gauche
en 1 et à droite en 1. Voilà. Voilà. La question numéro 3 maintenant. On nous demande de calculer les limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, c'est la question 3. Alors, nous allons maintenant passer au calcul des limites à la question numéro 3. Calcul des limites de f en moins l'infini et en plus l'infini. Donc, on va dire la première limite. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, nous avons écrit f de x sans les barres de valeur absolue, sans le symbole de valeur absolue. Nous allons donc utiliser chacune de ces deux expressions. À moins l'infini, f de x à la première expression, f de x égale à x moins ln de 1 moins x, le tout divisé par x moins 1. Donc, ça va donner ceci. Alors, nous allons faire un changement de variable ici, en posant grand x égale à 1 moins x. Alors, ce qui fait que petit x égale à 1 moins grand x. Et si petit x tend vers moins l'infini, bien entendu, grand x lui va tendre vers plus l'infini. Alors, la limite que nous avons à calculer devient la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 moins grand x moins ln de valeur absolue de grand x. Pardon, il n'y a plus de valeur absolue. ln de grand x sur l'opposé de grand x. Voilà. Ce qui nous donne encore la limite quand grand x tend vers plus l'infini de 1 moins grand x moins grand x, ça fait donc plus 1 sur grand x, donc plus ln de grand x sur grand x, qui est une limite de référence. On va dire, or, en plus l'infini, 1 moins grand x a la même limite que moins grand x, c'est-à-dire son opposé. Il va tendre vers moins l'infini. Et la limite, quand grand x tend vers plus l'infini, de ln de grand x sur grand x, ça nous donne 0. Par conséquent, nous allons dire que la limite quand petit x tend vers moins l'infini de f de petit x, eh bien, cela nous donne moins l'infini. Après, on nous demande maintenant la limite quand x tend vers plus l'infini. Quand petit x tend vers plus l'infini. De f de petit x. Alors, ici, ça va nous donner donc la limite quand petit x tend vers plus l'infini de petit x, donc petit x moins ln de. On va prendre la deuxième expression de f de x maintenant, ça veut dire x moins ln de x moins 1 que divise x moins 1. On va faire également un changement de variable en posant cette fois-ci grand x égale à petit x moins 1, ce qui fait que petit x devient égal à grand x plus 1. Et lorsque petit x tend vers plus infini,
grand X aussi va tendre vers plus l'infini. Alors, la limite devient, lorsque petit x tend vers plus l'infini de f de petit x, ça va être égal à la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini. Alors, ici, ça va donner grand X plus 1 moins ln de grand X sur grand X. Or, quand grand X tend vers plus l'infini, la limite de grand X plus 1, c'est la même chose que la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de grand X, c'est-à-dire plus l'infini. Et puis, la limite lorsque grand X tend vers plus l'infini de ln de grand X sur grand X égale à 0. Alors, voilà son opposé qui est moins ln de x sur moins ln de grand X sur grand X va tendre aussi vers 0. Et finalement, quand grand X tend vers plus l'infini, la limite de grand X plus 1 moins ln de grand X sur grand X. Alors, ça me donnait plus l'infini. Dans ces conditions, la limite lorsque petit x tend vers plus l'infini de f de petit x, on obtient plus l'infini. Voilà pour ce qui est des limites de f à moins l'infini et à plus l'infini. Nous allons maintenant calculer la dérivée de f. 4a, alors on nous demande de justifier que alors, nous allons calculer cette dérivée. On va dire que pour tout x appartenant à d de f, f est dérivable. Et on a la dérivée de f, ça va faire la dérivée de x moins ln de valable, c'est le x moins 1, le tout sur x moins 1. Nous allons donc dériver chacune de ces deux fonctions. La dérivée de x moins la dérivée de ce quotient-là. Or, la dérivée d'un quotient écrit sous la forme de u sur v, ça fait la dérivée de u que multiplie v, moins la dérivée, moins u fois la dérivée de v, le tout sur v au carré. Donc ici, la dérivée de x, ça fait 1, moins, alors je tire la barre de fraction. Ici, le numérateur est une composée de fonctions, c'est-à-dire la fonction ln composée avec u, dont la dérivée est aussi égale à la dérivée de u sur u. Donc, on va avoir la dérivée de ln des valeurs absolues de x moins 1 multiplié par x moins 1 moins la dérivée de x moins 1 multiplié par ln des valeurs absolues de x moins 1, le tout sur x moins 1 élevé au carré. Ça nous donne encore 1 moins, alors le dénominateur c'est x moins 1 le tout au carré,
Et au niveau du numérateur, nous allons opérer les changements. La dérivée de ln2, valable sur de x moins 1, ça s'apparente à la dérivée de ln de u, ln de valable sur de u, pardon. Ça fait la dérivée de x moins 1 que divise x moins 1. Tout ceci, facteur de x moins 1, moins la dérivée de x moins 1, ça fait 1. 1 fois ln de valable absolue de x moins 1. Voilà, on va changer de place. La dérivée de f, donc on continue. Ça fait donc 1 moins, le dénominateur ne change toujours pas, le second terme là ça nous donne la dérivée de x moins 1 qui est 1, donc 1 sur x moins 1 en facteur avec x moins 1, donc là ça va nous donner 1, moins ln de valable absolue de x moins 1. Alors ici, on va écrire 1 moins. Là, ça nous fait 1 fois x moins 1 sur x moins 1, on va simplifier, on va laisser 1, moins ln de valable absolue de x moins 1. Voilà. Et donc, lorsque nous allons rendre le dénominateur ces deux termes, le dénominateur commun étant x moins 1 le tout au carré, on va le multiplier par 1, ça fait donc x moins 1 le tout au carré. Le moins va agir sur tout ce qui est au niveau de la barre des fractions, donc ça fait moins 1, moins, ça fait plus ln de valeur absolue de x moins 1. Donc ça, c'est la dérivée de f. Ça, je peux encadrer, c'est l'expression que j'ai trouvée. Or, cette expression-là a un numérateur qui est identique, qui est exactement l'expression de g de x. On va donc dire que pour tout x appartenant à d de f, la dérivée de f est égale à, eh bien, g de x sur x moins 1, le tout élevé au carré. Voici donc la dérivée de f. Et l'on nous demande de trouver, n'est-ce pas, les variations, donc déduisant les variations de f, puis dresse son tableau de variations. Alors je vais marquer ça ici, ne pas oublier. Non. Alors, nous allons voir le signe de g de x suivant les valeurs de x. C'est la question, le deuxième volet de la question 3 de la partie A. Et nous nous référons au tableau de variation de la fonction, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, on ne nous a pas demandé les limites de g au bon expansion de définition. Voilà les raisons pour lesquelles nous ne l'avons pas mis là dans le tableau de variation. Mais avec les deux zéros que nous avons, ça veut dire 0 et 2, qui annulent la fonction, donc, nous pouvons déterminer le signe de g de x. Alors, on va dire que ici, ok. On va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle des nombres réels strictement négatifs, x est plus petit que 0 et g est décroissante. Comme g est décroissante, donc g de x et g de 0 sont rangés dans l'ordre contraire que x est 0. Or, g de 0 égale à 0
D'où, on va dire d'où pour tout x appartenant à l'intervalle d'où ici. Donc, d'où g de x égale est supérieur à 0. Donc, voilà le premier signe. Je vais souligner ça. Deuxième intervalle, c'est l'intervalle de 0 à 1. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, x est plus grand que 0 et g est décroissante. Donc, g de x est rangé dans l'ordre contraire. G de x et g de 0 sont rangés dans l'ordre contraire que les antécédents. C'est-à-dire, donc, que g de x est inférieur à 0. Où x appartient à l'intervalle vers 1, 2, x est plus petit que 2. Et cet intervalle-là, g est croissante. Et g est croissante. Donc, g de x et g de 2 sont dans le même ordre que leurs antécédents. On va dire comme g de 2 égale à 0, donc g de x est inférieur à 0. Et enfin, sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, x est supérieur à 2 et comme g est croissante, alors g de x est supérieur à g de 2. C'est-à-dire g de x est supérieur à 0. Alors nous avons le signe de g de x que nous allons récapituler. On va dire en conclusion, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, g est positif. Donc, sur l'intervalle, sur le dernier, g de x est strictement supérieur à 0. Et pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, union, donc l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1, 2. G de x est négatif. Voilà le signe de g de x. Et c'est à partir de ce signe-là que nous allons étudier les variations de la fonction f. Ok. Maintenant, après avoir calculé la dérivée de f, nous allons passer à la question 4b qui nous demande de déterminer les variations de f, puis de dresser son tableau de variations. Là, c'est une question à 2 volets. Donc, le premier volet, ce sont les variations de f. Je rappelle que pour tout x appartenant à d de f, la dérivée de f, on l'a obtenu tout à l'heure, c'est g de x sur x moins 1, le tout au carré. Donc, nous allons d'abord déterminer le signe de f' de x. On va dire que pour tout x différent de 1, x moins 1, le tout au carré, est strictement positif. Donc, le signe
de f' de x est celui de g de x. Or, d'après la partie A, la dernière question nous a dit que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini 0 union l'intervalle 2 plus l'infini, g de x est positif. Voilà, on dit donc, sur ces deux intervalles-là, f' de x est aussi positif, d'où on va dire alors f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et sur l'intervalle ouvert de plus l'infini. Sur l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1, 2, G de x est négatif. Alors, on va dire que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1, union l'intervalle ouvert 1, 2, f' de x est aussi négatif. Donc f est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert 0, 1 et sur l'intervalle ouvert 1, 2. Voilà, donc nous passons au second volet, à savoir le tableau de variation de f. L'ensemble de définitions, c'est l'intervalle ouvert moins l'infini ouvert 1. La fonction n'est pas définie en 1, donc elle ne peut pas être dérivable en 1. La seconde ligne du tableau, c'est le signe de la dérivée. Et ici, ce sont les variations de la fonction. Alors, nous savons que la dérivée s'annule en 0 et en 2 et que sur l'intervalle ouvert moins l'infini 0 et 2 plus infini, la dérivée est négative, non, la dérivée est positive, pardon. Je mets plus et puis plus. Ici, elle est négative. Donc, la fonction, on a trouvé que la limite à moins l'infini, c'était moins l'infini. Ici, on va avoir l'image de 0. La limite à gauche en 1, on a trouvé également moins l'infini. À droite en 1, on a trouvé plus l'infini. On va avoir l'image de 2. Et en plus infini, on a trouvé plus infini.
Donc, je vais calculer juste à côté du tableau ou en dessous, au-dessous du tableau. F de 0, ça me donne 0 moins ln2. Valable sur le 0 moins 1 sur 0 moins 1. Alors, ça me donne 0. La valable sur le moins 1, ça fait 1. ln de 1, ça fait 0. Donc, ça fait 0 moins 0. Ça fait 0. Voilà. L'image de 2, ça fait 2 moins ln de valable sur le 2 moins 1 sur 2 moins 1. Ce qui correspond à 2 moins ln de 2 moins 1, ça fait 1. La valable sur le 1, ça fait 1 sur 1. ln de 1, ça fait 0. Donc 2 moins 0, ça fait 2. Donc l'image de 2, ça fait 2. Voilà le tableau de variation, le joli tableau de variation de notre fonction f. C'est donc la avant-dernière question. Et la toute dernière question consiste à démontrer que le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie. Ce sont des questions qui viennent rarement. Donc, j'ai voulu mettre ça là-dedans. Maintenant, on nous demande de montrer que le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe C de F. Alors, on nous a dit dans le cours que, on a vu ça dans la classe antérieure, notamment en première, que pour que un point A de coordonnées petit a, petit b soit un centre de symétrie d'une fonction, de la courbe d'une fonction f, cela revient à dire que cela veut dire que f de a moins x plus f de a plus x est égal à 2 fois b, simplement. Voilà une des méthodes pour démontrer cela. Donc nous allons utiliser cela pour faire la démonstration, cette formule. Alors si notre a c'est 1, notre b c'est 1. Donc il suffit de montrer que f de 1 moins x plus f de 1 plus x est égal à 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Dès que nous arrivons à démontrer cette relation, nous pourrons conclure que, eh bien, le point A de coordonnées 1, 1 est un centre de symétrie de la courbe C de F. Alors nous allons calculer f de 1 moins x, c'est égal à 1 moins x moins ln de valeur absolue de 1 moins x moins 1, le tout sur 1 moins x moins 1. Ce qui nous donne encore 1 moins x moins ln de, alors le 1 et moins 1 se simplifie, valeur absolue de moins x divisé par moins x. Ce qui fait finalement 1 moins x moins divisé par moins, ça fait plus la valeur absolue de moins x, c'est aussi égal à la valeur absolue de x. Donc ça fait la valeur absolue de x, ln de valeur absolue de x, le tout sur x. Ça c'est f de 1 moins x. Voilà, nous allons garder ça soigneusement. Ensuite, f de 1 plus x, ça va nous donner 1 plus x moins ln de valeur absolue de 1 plus x moins 1 sur 1 plus ln de valeur absolue de 1 plus x moins 1 sur 1 plus x moins 1. Ce qui nous donne 1 plus x moins. Alors la valeur absolue, dans la valeur absolue, on va simplifier les 1 et moins 1.
il va rester valable celui de x, au dénominateur également, 1 moins 1 se simplifie, il va rester x. Voici f de 1 plus x. Donc ça également, nous prenons et nous faisons la somme des deux. Donc, f de 1 moins x plus f de 1 plus x. Alors ça nous donne 1 moins x plus ln est valable de x sur x plus 1 plus x moins ln est valable celui de x sur x. Très bien, à ce stade-là, nous constatons qu'il y a des valeurs que nous pouvons simplifier. Entre autres, moins x et plus x étant opposés, le quotient ln est valable celui de x sur x et moins ln est valable celui de x sur x pour se simplifier également. Au finish, il va nous rester 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Donc, nous constatons que f de 1 moins x plus f de 1 plus x est égal à 2. Or, 2, c'est 2 fois 1 en réalité. C'est-à-dire 2 fois l'ordonnée de A. C'est la relation que nous devions trouver. Alors, le point A des coordonnées 1 et 1 est bel et bien un centre de symétrie de la courbe C de F. Voilà, chers amis, ce qui met donc fin à nos exemples d'études de fonctions. C'est donc le dernier cas, le dernier exemple d'études de fonctions. Merci beaucoup pour votre attention et nous allons très prochainement passer à la leçon numéro 6. Merci beaucoup. Bonne journée.